Oui, pour compléter, je pense que en effet, il faut aller regarder un peu partout. C'est-à-dire qu'il y a en effet toute l'histoire de l'art numérique. Il y a aussi énormément d'expériences théâtrales et chorégraphiques qui utilisent la VR, qui sont extrêmement intéressantes sur toute la relation justement au corps et à l'espace. Et je voulais juste aussi mentionner l'énorme production d'animations qui sont d'une richesse en termes d'inventivité scénaristique qui ne cesse de me surprendre et que l'on voit aussi dans les festivals. Et c'est vrai que je pense qu'en en tant que créateur, c'est un espace qui est fondamentalement pluridisciplinaire. Les différents, il y a plus comment dire, ce cloisonnement des créations. Et c'est vrai que l'utilisation qui peut être faite par la chorégraphie, on parlait de Michel Reillac, mais moi, quand j'ai fait l'expérience de sa collaboration qu'il avait fait, il me semble, avec la chorégraphe, j'ai oublié son nom. Oui, je crois que c'était Maggie Marin, qui était mais extraordinaire avec un simple smartphone. On avait une expérimentation à la fois de la relation au sol, de l'interaction avec les danseurs, alors qu'il n'y avait aucune interactivité puisque nous étions simplement avec un smartphone. Et déjà là, il y avait énormément de choses qui avaient été éprouvées lors de ce workshop. Et là, dernièrement, moi, j'ai fait l'expérience de The Wolves in the Wall, que je trouve extraordinaire et qui est justement accessible dans le catalogue des Steams et accessible avec l'Oculus, où on a tout un jeu narratif et de dialogue avec ce petit personnage. On se retrouve à dessiner avec, passer justement d'immersion dans des formes d'écriture et de récit et qui sont vraiment, enfin, je pense qu'ils peuvent vraiment alimenter notre imaginaire. Et je voulais juste en profiter de ce temps de parole pour poser une question à Claire Châtelet, puisque cette expérience que vous avez faite, je ne l'ai pas faite, mais qui m'intrigue énormément parce que le fait d'être dans un contexte réel, j'ai vu les personnes courir, ce qui m'a extrêmement surprise parce que on a une relation à l'espace qui est souvent d'une forme d'appréhension et comme si on était aveugle. Et donc le fait d'avoir passé cette barrière-là signifie que vous étiez véritablement ce que vous voyez dans l'espace était associé à votre mouvement, vous, en tant que spectateur, c'est bien ça? Oui, Christelle. En fait, là, on n'était pas occulté on voyait notre espace réel. C'était en mode plutôt réalité mixte ou augmentée. Mais c'était quand même extrêmement perturbant. Et j'avais préparé, puisque l'artiste m'avait autorisé à montrer alors je sais pas si on aura le temps, mais si vous voulez, ça dure que quelques secondes. En fait, on nous prépare avant de sortir dans la rue à intégrer le fait de porter un casque et d'avoir des repères potentiellement perturbés, puisque ça va être ça après quand on va aller dans l'espace réel. Et donc, il y a plein de petits exercices physiques qui préparent notre corps à appréhender ce nouveau rapport avec l'espace. Et dont avant, il y a déjà eu une petite course qui a été proposée. Et c'est vrai qu'au départ, on a une appréhension très forte de tomber, de bousculer quelqu'un. Mais là, le corps résiste. Tout à l'heure, on parlait avec Lucas là, de la résistance du corps. Et il y a vraiment ce côté-là. Au début, moi, j'y résistais beaucoup. Puis je me suis dit, bon, j'ai mes mains, c'est ça qui me sert de repère dans l'espace. Donc, a priori, si j'ai toujours les mains comme ça, comme une aveugle, je ne vais pas me cogner ou je vais pas. Et je me suis libérée de mon corps et j'allais super vite. J'ai même gagné la course, j'avoue. Il y avait une sorte de petit jeu de défi. Et c'est vrai que c'était très, très, très perturbant. Mais assez vite, on peut l'intégrer. Mais je crois aussi que d'avoir fait plein d'autres expériences en VR avant,
permet aussi de recevoir différemment les œuvres suivantes, en fait. J'avais déjà fait l'expérience avec des casques, je voyais mieux mon rapport au corps et justement la proprioception, elle était moins perturbée peut-être parce que j'avais cette habitude, hein, mon corps, parce que la première fois où j'ai mis un casque, presque pour certaines choses, j'ai failli vomir, enfin où j'étais très mal. Et je crois que aussi c'est une habitude, si on expérimente souvent en fait ces dispositifs, ça doit être pareil pour vous, j'imagine. C'est même un cas d'étude de l'adaptation des environnements virtuels. Hein. Dans les années 50, je cite ça dans mon livre, hein, dans les années 50, on avait quelqu'un, un professeur, un chercheur en Autriche, à Innsbruck, avait inversé la vision d'un de ses collègues. C'est évidemment très aberrant. Hein. Pour la personne, en une dizaine de jours, après des exercices, comme on dit, ça s'était habitué, il n'y avait plus aucun problème, même si la vision est inversée. Elle est inversée optiquement, mais dans le cerveau, il n'y a pas d'inversion, il n'y a pas de sens. Et après, il fallait, dans le sens, 3-4 jours pour se adapter à une vision normale. Et ces questions-là, c'est une question d'adaptation, c'est une question aussi intéressante à étudier. Comment on s'adapte à des incohérences sensorimotrices qui sont plus ou moins importantes. Alors, la réalité augmentée, c'est moins, mais c'est sûr que c'est une question générale qui a été étudiée, qu'on analyse et qu'on n'a pas encore pu étudier de long en large, surtout pendant qu'en public, quand c'est évidemment pour des professionnels, on adapte les professionnels à des environnements virtuels. Hein. Les gens qui travaillent dans les simulateurs de transport pour tester les voitures, ils font des choses qu'on est incapable de faire nous, en tant que simples utilisateurs. Mais on peut s'adapter petit à petit, et comme tu disais Claire, plus on fait d'expérience, plus on peut maîtriser ces incohérences, tout en sachant qu'il y a une certaine limite. Si je peux juste préciser, pour reprendre 2 petites minutes, pardon. Oui, pas de problème. C'était Claire, ensuite Christelle, et ensuite Marie-Laure. Parce que c'est exactement ce dont parle Philippe. Là, enfin, ce que je trouve extrêmement intelligent dans ce projet, c'est pour ça que quand j'ai dit que c'était mon expérience la plus aboutie, c'est parce que tout est traité de façon intelligente. On est intégré tout de suite dans un récit. Enfin bon, et on a ces exercices d'appropriation de son propre corps appareillé. Et notamment, exactement ce que disait Philippe, à un moment donné, on nous change la vision. Ce qui est l'espace qui est à gauche se passe à droite et on doit toucher quelqu'un, mais tout est inversé dans la gauche et la droite. Et c'est très, très curieux les sensations que ça peut provoquer. Et donc, il y a toute cette étape progressive de s'habituer à cette perception modifiée. Et c'est ça qui permet que l'expérience soit si réussie et si riche, même si les gens, parce que là, avec moi, il y avait des gens qui n'avaient pas fait beaucoup d'expérience en réalité virtuelle ou réalité mixte. Et le fait d'avoir dans la narration intégré ces petits exercices, je trouve ça particulièrement malin. Parce que tout est scénographié, c'est pas juste avant, c'est pas de la médiation, ça c'est intégré dans le récit. Voilà. Je me permets une incise historique très rapide, puisque l'évocation de l'inversion de la perception, en fait, il y a eu un certain nombre d'expérimentations qui ont été pratiquées par le groupe de recherche d'art visuel, donc qui étaient des artistes à la fin des années 50, début des années 60, parmi lesquels il y avait Julio Leparc, par exemple, il y avait aussi François Morellet. Et ces gens-là sont devenus, j'allais dire, ont acquis une notoriété, une place dans l'histoire de l'art, indépendamment de ce moment de groupe. Mais ils avaient constitué un certain nombre de parcours dans des différents lieux à Paris. Et ils avaient beaucoup travaillé justement sur les conflits perceptifs entre la proprioception et la kinesthésie lors de déplacements à l'intérieur de labyrinthes et masquer la vision, inversé avec des lunettes miroirs, ce qui était vu, etc. Il y a eu beaucoup d'expérimentations, un peu dans l'influence de la Gestalt psychologie qui était très en vogue encore dans ces années-là, après la Seconde Guerre mondiale. Donc ce groupe de recherche d'art visuel a été à la pointe de ce genre d'expérience, en tout cas dans l'état de la science et de l'art à l'époque. Et ça me paraît important, en tout cas, de rappeler que les artistes ont été très précurseurs à ce niveau
il y a un certain nombre de décennies. Voilà, donc Christelle et ensuite Marie-Laure. Oui, en fait, c'était plutôt sous forme d'une question parce que j'avais eu dans un spectacle de Crew, qui était un spectacle théâtral avec justement des casques immersifs. Il y avait ce type de préparation qui était intégré dans la mise en scène. Et donc, c'était une question en fait pour la spectatrice que tu as été, Claire, et pour toi, Marie-Laure. Si j'ai bien compris, ce qui précède ton film, il y a des images qui sont présentées, c'est ça? Je voulais savoir si toi aussi il y avait cette intégré dans le dispositif que de ton projet de film 360, puisqu'il y a cette version a priori d'enregistrement des sensations. Est-ce qu'il y a aussi une dimension de préparation qui est intégrée au scénario? Oui, tout à fait dans la version neuro. Pour vous, enfin, à la fois pour toi, Claire, bah, tu as répondu indirectement en disant voilà, c'était écrit et donc parfaitement admis par le spectateur, comme ça a été en effet mon expérience pour Crew. Et donc, je voulais savoir, parce que ça vraiment, comme il y a une dimension vraiment très prise en main, enfin, moi, le souvenir que j'ai, c'est on est pris en main, on est un peu manipulé pour que, en gros, les barrières tombent. Et donc, il y a cette dimension-là qui semble au départ un peu à l'extérieur d'une narration et pourtant qui est intégrée dans le scénario et qui fait qu'on l'accepte. Mais je me demandais, voilà, comment vous voyez le rôle de cette préparation presque dans certaines configurations, certains projets par rapport au reste de l'expérience et du récit qui en découle. Oui, donc oui, pour ma part, tout à fait, en fait, mais plutôt dans la version neuro-interactive, bien sûr. Alors, parce qu'il y a deux choses. Il y a la question enfin, il faut qu'il y ait une prise en charge, c'est absolument important. Donc, il y a une voix qui commence par vous expliquer que vous allez faire une expérience émotivaire, etc. On a fait ce cheminement tout au long du projet. En essayant de pas casser l'ambiance, quoi, en essayant de mettre aussi, de créer une atmosphère, une musique, enfin quelque chose qui va quand même être immersif aussi avec des qualités artistiques. Et puis il fallait qu'on explique la question du feedback, des choses comme ça. Donc le principe, on était un peu obligé de mettre en route les choses. Après, ça peut être fait d'une autre façon, mais c'est vrai que l'accompagnement était important. Par contre, pour l'histoire du choix avec les yeux, là, en fait, là, j'ai pas créé d'accompagnement pour ça. Et très, très souvent, en fait, quand on va en festival, il y a la personne qui vous met le casque, qui vous dit oui, alors il faut utiliser cette maquette pour avancer, cette manette pour avancer, et puis quand il y aura ça, vous devrez faire ça, etc. Donc, on voit bien qu'il y a tout le temps une petite explication de départ. Et puis, on voit aussi qu'on devient expert, plus ou moins au fur et à mesure de notre expérience. Hein, donc, enfin, expert, spectateur plus ou moins expert en fonction du nombre d'expériences qu'on a faites. Et il y a des choses qu'on arrive à deviner ou pas. Donc, voilà, c'est des choses qui évoluent, mais c'est toujours une question et il faut toujours penser en tant que créateur à la personne qui n'a pas eu beaucoup d'expérience et qu'elle ne soit pas perdue dans sa démarche. Après, ce qu'évoquait Claire ou les travaux d'Éric Joris, Crew, moi j'en ai vu il y a quelques années aussi. C'est vraiment presque, oui, c'est une performance scénographiée du début jusqu'à la fin, donc c'est un petit peu différent. Mais ça me rappelle quelque chose que j'avais vu à Gand, je crois, d'Éric Joris, qui utilisait un
une casque de réalité virtuelle il y a une dizaine d'années, peut-être déjà. Et il y avait un personnage qui était devant nous, qu'on suivait à travers, en fait, on était dans un théâtre à Gand, et puis on se promenait dans ce théâtre, et puis on le suivait, et il avait une sorte d'harnachement incroyable, et il y avait quelqu'un qui le suivait avec l'ordinateur, etc. Enfin, c'était toute une épopée, et on voyait sur un écran, alors je ne sais plus à quel moment, on voyait ce qu'il voyait. Et à un moment, on était tous assis sur des gradins dans la salle du théâtre, et puis il passait, et puis il nous regardait, et il n'y avait personne sur les gradins. Parce qu'ils avaient dû enregistrer, enfin voilà, ils avaient enregistré la chose. Mais le fait que tout d'un coup, nous, en tant que spectateurs, pour cet acteur, tout d'un coup, on disparaisse, mais c'était une espèce de choc, c'était vraiment extrêmement finement fait, c'était extraordinaire. Voilà. Et moi, j'avais une autre question, en fait, si ça, pour Félix Schütz, parce que dans la théorie de la réalité virtuelle, il y a un moment où vous parlez, je crois, d'évaluation au niveau de la santé pour les questions d'ophtalmologie qui allaient venir. Et donc, je voulais savoir qu'est-ce qu'il en est, en fait. Est-ce qu'il y a eu une évaluation pour les problèmes éventuels de cette nature? Oui. Pour revenir avant la remarque sur on ne se voyait plus sur les bancs d'un spectacle, là. On a fait une petite expérience tout simple. On modélise une salle et on représente virtuellement la salle dans un casque et on met une chaise qui est positionnée évidemment en réel, en virtuel, au même endroit. Et on demande, et la personne s'assoit sans voir son corps. Et quand j'ai fait l'expérience, on me l'a dit avant, j'ai dit tiens, on va faire ça. Mais quand j'ai fait l'expérience, j'étais vraiment surpris de s'asseoir sans se voir. On a les sensations proprioceptives, évidemment, il y a le toucher et les muscles qui réagissent, qui sentent la chaise. Et quand on fait ça aux personnes, évidemment, comme ils n'ont pas conçu le système, ils sont toujours un peu inquiets de s'asseoir sur une chaise virtuelle, tout en sachant qu'il y a une vraie chaise réelle. Et c'est tout surprenant de voir le comportement des personnes. Bon, enfin, ça c'est juste une petite remarque, mais qui correspond un peu à l'expérience qu'il avait vécue avant, précédemment. Au niveau de l'ANSES, hein, c'est donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire qui se préoccupe de ces questions-là. Bon, je les avais alertés déjà en 2015 quand j'ai vu que les casques de réalité virtuelle allaient se développer au grand public. Hein. Avant, c'était les applications professionnelles, donc les entreprises faisaient attention avec les médecines du travail pour pas imposer des expériences de réalité virtuelle impactant la santé. Donc, j'avais un peu, suite à mes sollicitations, l'ANSES a mis un groupe de travail à partir de 2018 sur ces questions. Moi, j'avais participé avant sur les problèmes de la vision stéréoscopique. Hein. Il y a un rapport qui était sorti en 2014 qui pouvait comprendre dans le détail les impacts sur la vision stéréoscopique qui peuvent se poser. Mais là, évidemment, les impacts sont plus importants. Bon, je connais, évidemment, j'ai été auditionné par cette commission, ce groupe, et j'ai eu dernièrement les échos. Le rapport est près de la signature et de la sortie publique. Donc, d'ici 1 mois ou 2 mois, hein, je serai sûrement informé par différents réseaux. Donc, l'ANSES va sortir une publication qui a été étudiée par un groupe d'une quinzaine d'experts, aussi bien du domaine de la santé que de la réalité virtuelle, pour expliquer tous les risques éventuels d'utilisation de ces visio-casques. Et en particulier, évidemment, une question qu'on m'a souvent posée, la question que je réponds plus, c'est pas moi une référence, c'est à quel âge on peut utiliser les visio-casques, la réalité virtuelle, dans quelles conditions. Mais ça pose aussi une question pour le personnel. C'est une question qui est assez générale maintenant que les grosses entreprises veulent faire des formations en utilisant la réalité virtuelle. Est-ce qu'on peut imposer aux employés d'utiliser la formation, d'avoir ces contraintes-là? Voilà, c'est des questions qui vont être normalement, le rapport devrait être sorti d'ici 1 mois ou 2. Vous pouvez regarder sur l'ANSES, de toute façon, vous trouverez directement qu'il y a un groupe de travail sur la réalité virtuelle et les impacts sanitaires. D'accord, parce que
Effectivement, quand on est réalisateur aussi, ça pose la question de la durée de l'expérience qu'on va proposer. Et puis également quand on fait du montage, parce que quand on fait le montage d'un film 360, on est obligé de regarder tout le temps dans le casque en fait pour faire son montage. Donc il y a vraiment des longues séances avec le casque. Oui, comme on l'avait dit, il y a le corps qui change le rapport à la narration pour l'écriture et puis pour l'expérience, mais ça change le rapport aussi au montage. Et c'est vrai on l'a juste rapidement évoqué, mais là, il y a des enjeux considérables parce que, bien évidemment, on se figure, quand on n'est pas soi-même réalisateur de films 360 ou plutôt de films 360 VR XR, parce que film 360, finalement, pourrait se monter comme un film presque ordinaire, quoique il faudrait en parler, le discuter, mais on part du principe que c'est une expérience continue. Même si, pour avoir fait des expériences moi-même où on était juste assis et on pouvait simplement changer d'angle de vue, il y a un montage qui a dû se faire et qui était étrange dans une expérience que j'ai faite où Christelle avait fait intervenir le réalisateur qui s'appelle Jérôme. Là, son nom de famille m'échappe. Et en fait, il y avait ce que je pourrais appeler la scène principale. Jérôme Blanquet, voilà, le film qu'il avait proposé en 360, on est assis de manière classique avec le casque. Et devant moi, j'ai, disons, la scène principale de la narration avec un espace qui est relativement grand, comme une pièce d'une maison ou d'un appartement, assez identifiable, et il se passe des choses devant moi, donc comme si j'étais en position de spectateur au cinéma, mais sauf que c'est comme si j'étais sur le plateau au fond, mais je vois la scène se passer devant moi, les actions ont lieu, les interactions entre deux personnages. La différence, c'est quand le personnage s'approche de moi, comme au cinéma, un peu l'effet Godard qui brise le quatrième mur dans Pierrot le Fou, où tout à coup Jean-Paul Belmondo se retourne et parle au spectateur dans la salle de cinéma. Et bien là, je suis dans la même position, mais je suis dans le décor du cinéma et l'acteur vient me parler. Mais ce qui change, c'est que j'entends derrière moi qu'il se passe quelque chose. Et ce hors-champ qui pouvait exister même dans le film de Christophe Gans, etc., Christopher Gans, pardon, dans le passé, et bien d'autres utilisations qui ont pu être faites, c'est pas simplement une spatialisation sonore à la THX ou je ne sais quoi, où le son vient d'un hors-champ et on sait qu'il se passe quelque chose dans le hors-champ qu'on ne va pas voir ou qui annonce que quelque chose va arriver dans la narration, c'est qu'il y a une autre narration qui se passe dans mon dos. Et si je veux en être partie prenante de manière complète, je dois pivoter, parce que c'était un fauteuil pivotant, je dois pivoter et me retourner. Et à ce moment-là, je vois la scène secondaire qui se déroule et qui n'est pas du tout corrélée à la scène principale que je semblais voir. Et c'est qu'ensuite seulement le déplacement du personnage qui va finalement passer de mon dos, qui faisait sa vie dans son coin, on pourrait dire, va tout à coup rentrer dans ce que j'ai appelé la scène principale et interagir avec les deux autres personnages. Mais finalement, j'aurais pu attendre seulement que du hors-champ, le personnage rentre dans le champ dans lequel je suis compris et que je continue de voir la scène, cette fois-ci à 3 personnages et non plus à 2, mais en choisissant, parce que j'ai été interpellé par un élément sonore d'abord, de me retourner et de prendre attention à la scène qui se passait dans mon dos, qui était d'ailleurs assez pauvre en termes d'action, à proprement parler, de la part de la comédienne. Je crois que c'était une jeune femme à ce moment-là. Et pourtant, la scène principale continue de se dérouler, cette fois-ci dans mon dos, puisque je viens de me retourner. Et donc, il y a, pour moi, le spectateur, même réduit à un simple geste de pivotement, comme j'ai pu le vivre, participe du montage, là, pour le coup. Ce qui veut dire que je monte le film par des effets d'attention et je me suis senti décideur dans le fait de garder mon attention sur une scène qui paraissait secondaire en soi, parce qu'en fait, le personnage bougeait très peu, montrait une émotion assez limitée et avait des actions très limitées qui finalement auraient dû me faire me retourner peut-être très vite.
Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que finalement, j'étais un peu co-monteur de l'histoire, même si mon niveau d'interaction dans le film était, somme toute, assez limité. Donc, c'était pour réagir et peut-être susciter un commentaire. Il y a Marcin qui a levé la main, et je crois aussi Philippe, du spectateur comme co-monteur. Mais co-monteur dans une certaine limite, bien sûr, parce que ce sont des choix fermés, si je peux dire. C'est pas des choix ouverts où on a la main véritablement sur l'image et sur son enchaînement. En revanche, moi, je l'ai vécu comme quelque chose d'analogue, on va dire, à l'acte de montage. Donc d'abord Marcin et ensuite Philippe, et je crois qu'il y a une troisième personne peut-être qui s'est manifestée. Et Claire ensuite. Donc Marcin, Philippe et Claire. Oui, là maintenant, vous m'entendez? C'est très bien, merci Marcin. Oui, merci. Donc, oui, je partage mon écran, donc je voudrais vous faire part d'une expérience que nous sommes en train de vivre actuellement dans le cadre du master dont j'ai la responsabilité, ICCD, à Nice et à Cannes. Vous m'entendez bien? Et donc, nous travaillons sur une nouvelle... On voit, pas de problème. C'est parfait. Nous travaillons avec l'école régionale d'acteurs de Cannes et Marseille avec une nouvelle de Guy de Maupassant. Justement, vous avez à plusieurs reprises relevé ce défi souligner ces défis actuels de passer de réalisation un peu de type contemplatif ou de type visite de lieux, d'excursion, etc., vers des formes un peu plus narratives. Donc, on a pris effectivement un texte de 1874 sur l'eau de Guy de Maupassant, donc plus narratif primaire, effectivement. C'est une petite nouvelle qui se déroule à Antibes. En quelques minutes, le personnage se réveille, quelque part, il dort quelque part dans le vieux Antibes, et ensuite il descend pour son bateau. C'est un des premiers plaisanciers donc en France. Il avait son bateau, sillonnait avec ce bateau les eaux méditerranéennes, et donc il descend, et au passage il attrape des bribes de conversation des marins ou de vendeurs de poissons, etc., qui sont disposés sur les quais, etc. Bon, voilà. Donc c'est une petite forme narrative que nous avons essayé de rendre par la capture 360. Et qui pose des problèmes assez intéressants au niveau de la temporalité. Pourquoi? Parce que déjà, donc, il passe et il entend des choses. Donc, naturellement, quand on passe à côté de quelqu'un qui parle, par exemple, ou d'un groupe qui dialogue ou qui échange des paroles, on attrape que des bribes, n'est-ce pas? Mais évidemment, quand il y a cette translation, parce qu'on a utilisé la caméra en translation avec une ligne de pêche qui était suspendue à une ligne de pêche invisible, et donc dans ces cas-là, on s'est posé la question, mais si jamais le spectateur choisit de s'attarder, donc vous voyez, donc s'il tourne sa tête et suit donc le groupe, par exemple, de pêcheurs qui disparaissent petit à petit de l'écran, enfin de derrière, en tout cas, pas de l'écran, mais de son champ de vision frontal. Et dans ces cas-là, il aura une sorte de phénomène d'augmentation de l'audibilité de la parole et de compréhension, du coup. Et donc, naturellement, il faudrait lui donner la possibilité de s'arrêter. Donc, on a divisé notre matériel en justement translation spatiale et puis des stations. Et ces stations, combien de temps doivent durer ces stations? Naturellement, ils doivent durer, alors cette fois-ci, doivent être calquées sur la durée d'expectation et non pas de la durée la durée d'expectation, mais conjuguée aussi avec la durée réelle de la descente. Alors, il se trouve par un heureux hasard qu'il y a un petit fragment au moins
mais suffisamment grand à Antibes, où on voit pratiquement la même chose que Guy de Maupassant a pu voir à la fin du 19e siècle. Donc, on a tout de suite l'idée, effectivement, de déployer des bornes qui pourraient déclencher ces stations, visionnement de ces stations tout au long de la promenade réelle du spectateur. Ben, ça, c'est une chose. Et deuxième chose, effectivement, combien de temps doivent durer ces conversations captées par quelqu'un? Si on prend la totalité du film, elles doivent durer finalement la totalité du parcours, au moins ces temps-là. Donc, on ne va pas non plus aller à l'infini, mais les gens qui parlent, il faut donner la possibilité à quelqu'un qui veut s'arrêter et qui veut retourner la tête, il faut automatiquement les lancer sur un montage sonore sonore et visuel, bien sûr, qui donne la possibilité d'entendre jusqu'à bout, au moins jusqu'à une occurrence assez compréhensible, vous voyez, qui fasse sens pour le spectateur. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante. Ensuite, ce qui était aussi à relever dans cette expérience que nous n'avons pas finie finalement, c'est comment le genre se comporte avec le paysage. Et là, c'est intéressant parce que quand on utilise la réalité mixte, c'est-à-dire tout simplement les casques qui permettent de voir au travers aussi, mais même son téléphone et puis donc d'être attiré par l'écran de téléphone et en même temps avoir le référentiel extérieur visible au moins au niveau et parfois audible. Ce qui nous a paru assez intéressant aussi, c'est d'utiliser les techniques de montage en fonction de la signification, si vous voulez, de fragments de la cité, quoi, qui sont, enfin, en l'occurrence, il y a la visibilité de la citadelle de Vauban, par exemple, etc. Et donc, et puis en même temps, visibilité de la plénitude de la mer, Donc, par rapport à ça, on a au moins plusieurs régimes, si vous voulez, de détection des signes, hein, donc et de lecture finalement, parce que nous avons toujours des lectures très différentes de fragments du paysage citadin ou du paysage marin, et rien qu'avec ça, nous n'avons pas les mêmes mouvements. Vous voyez, en tant que spectateur. Donc en ayant la liberté, enfin, on a utilisé le 3 degrés de liberté, mais on peut passer à 6. En utilisant ça, déjà, ça nous donne des indications assez intéressantes pour le montage. Et puis ensuite, effectivement, quand chaque scène ou chaque station se termine par une direction spécifique de la tête du spectateur, on peut très bien indexer ce mouvement, au moins la partie finale de ce mouvement, sur le commencement le déclenchement de la scène au moins, ou de la station plutôt, pas de la scène, parce que translation, ça va être toujours pratiquement immobile, mais dans ce sens qu'on ne pourra pas vraiment s'arrêter. On peut regarder à gauche, à droite, derrière, mais de toute façon en passant. Mais après, il y a une seconde, la station suivante qui s'ouvre, et là, effectivement, il faut l'ouvrir par quelque chose. Donc, on peut éventuellement, comme l'a fait, on était inspiré par Jessica Briard, jeune américaine qui travaillait pour Google sur le ring. Et donc, on peut effectivement indexer la position finale de la scène précédente, ou de la station plutôt précédente, sur l'ouverture de la nouvelle station. Et là, ça donne des résultats assez intéressants parce que il y a une sorte d'interactivité inconsciente qui s'engage et qui fait que finalement, on fait notre propre montage, en quelque sorte, vous voyez. C'est ce que désirait Morton Hellig, et même d'une certaine manière, il y a des phases, il y a des interviews au moins de Pasolini qui désiraient en quelque sorte la même possibilité technique pour le monteur du cinéma. Je pense que d'une manière générale, hein, je reviens un peu sur mes propos, mais
Alors, arrêtez le partage. Donc, d'une manière générale, la question qui se pose devant la communauté de chercheurs et de réalisateurs ou de créateurs dans ces domaines actuels, la plus urgente question, c'est effectivement travailler sur le nouveau langage voilà, de la VR, de nouveaux langages, à l'instar un peu de refaire du Hansenstein, si vous voulez, de notre temps. Voilà, c'est là-dessus que je voudrais terminer. Merci. Alors, Claire a levé la main. Oui, c'était. Je ne sais pas si vous m'entendez, ouais. Oui. Juste pour préciser, je connais bien Jérôme Blanquet et j'aime beaucoup Altération, ce projet. Et en fait, il y a deux versions. Il y a une version pas réellement interactive, où c'est du 360, où on va juste tourner la tête. Hein. Et il y a une version interactive où là où on va regarder, ça va créer un embranchement narratif spécifique. Donc, c'est vraiment un projet. En plus, il date de 2017. Il y avait encore assez peu de projets à ce moment-là qui réfléchissaient à une narration. Enfin, moi, je l'avais expérimenté. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Et je voulais aussi vous signaler un autre projet. Je ne sais pas si vous l'avez testé, enfin expérimenté. C'est un long métrage, enfin presque un long métrage, 55 minutes, de Vincent Ravalec qui s'appelle Fan Club, avec Sylvie Testu et Denis Lavant. Et c'est la seule fois où j'ai vu qu'on utilisait le montage comme en cinéma, dans un film classique, avec des cuts. C'était très, très étonnant parce que j'avais jamais vu avec du 360 un type de montage avec autant de cuts ou pas du tout avec la pensée d'un montage exactement comme presque au cinéma dans un film classique. Donc voilà, je n'ai pas de réflexion plus que ça. C'était si quelqu'un l'avait vu, j'aurais été intéressée de savoir aussi ses retours par rapport à ça, parce que moi, ça m'a beaucoup déstabilisée. Merci de mettre la référence dans le chat, Claire. Oui, Marie-Laure. Non, je l'ai pas vu, mais ça semble effectivement qu'il n'y a pas eu d'adaptation au médium, que ça a été pensé comme un film de cinéma classique. Mais ce que je voulais dire, effectivement, c'est qu'en réalisant, on s'aperçoit qu'on a besoin de faire des séquences beaucoup plus longues. Les cuts sont assez déstabilisants. Donc ça, c'est une chose sur laquelle j'ai travaillé tout de suite, d'essayer de faire plutôt des plans séquences. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est aussi plus proche c'est aussi plus proche du théâtre pour les acteurs eux-mêmes, hein, puisqu'ils portent vraiment leur scène beaucoup plus longuement. Mais c'est vrai que ça semble, et même les mouvements de caméra, à un moment j'ai fait un léger biais dans ma caméra au moment où le patient est mis sous hypnose par Freud, donc dans le plan subjectif du patient, mais on s'aperçoit qu'on doit être extrêmement précautionneux, un tout petit peu ça va, dès qu'on fait un peu trop, tout le monde a mal au cœur, donc il y a vraiment beaucoup de précautions à prendre, et je dirais même aussi, je pense à quelqu'un a évoqué Michel Réal, je crois que c'est dans Altération, on se retrouve dans un lit avec vraiment dans la chambre d'un couple. Moi, en tout cas, j'en ai le souvenir, et je me sentais extrêmement gênée d'être à cet endroit-là. Donc, il y a vraiment... Pardon ? En situation de voyeur, le vieux truc du cinéma. Ouais, ou tenir la chandelle, quoi. Ouais, c'est ça. On peut détourner la situation du voyeur. Non, le voyeur, c'est autre chose. Oui, bon. Mais tenir la chandelle, c'est vraiment gênant, quoi. Et là, voilà. Donc ça, il y a des tas d'expériences. Enfin, moi, ça m'est arrivé pas mal de fois où j'étais vraiment quasiment, j'enlevais le casque parce que j'avais pas envie de vivre cette expérience qu'on me proposait. Et j'ai l'impression qu'on doit, comme on n'a pas le recul, alors c'est peut-être un apprentissage, peut-être que dans 10 ans, on pourra nous faire n'importe quoi en réalité virtuelle, on aura le même recul qu'on a avec les films classiques. Mais là, souvent, il y a des choses qui appuient sur des phobies qu'on peut avoir.
des malaises par rapport à des choses très particulières qui vous renvoient vraiment à votre histoire personnelle de façon extrêmement forte. Voilà, donc il y a une forme de déontologie peut-être dont il faudrait commencer, réfléchir un peu sur les contours d'une déontologie. En tout cas, moi, ça fait partie des choses auxquelles je pense en tant que réalisateur. Alors Claire, puis Philippe. Non, moi c'est très très rapide. J'avais fait une expérience, ça me fait penser à ce que disait Marie-Laure par rapport au mouvement de caméra, où là aussi il y a un problème avec les mouvements de caméra. J'ai fait une expérience où tout était filmé avec des drones, dans des déplacements de drones, mais à la fin j'ai dû enlever le casque parce que c'était impossible que j'arrive à supporter ces mouvements en étant moi évidemment assise sur un tabouret. Et l'autre chose qui me paraît importante, c'est la notion de proxémie. C'est ce qui se passe dans le film Altération, où on est effectivement très proche du lit. Il ne me semble pas qu'on soit dans le lit, mais assez proche. Hein. Mais ça aussi, c'est très perturbant, cette proxémie-là, et le travail sur l'échelle des personnages. Parce qu'un personnage qui nous arrive dessus et qui ressemble à un géant, alors qu'il est censé être un personnage normal, c'est très problématique, hein, ce rapport à l'échelle de l'image aussi. Dans certains films fictionnels. C'est tout ce que j'avais à dire. Ce n'est pas que le cas de la composition. Donc, pour compléter ce que tu dis... Marcin, j'ai vu. Oui, alors pour compléter ce que tu as dit, ce que j'expliquais ce matin, la proxémie dans un environnement réel, il y a des règles. Et c'est sûr que là, en environnement virtuel, on peut, si on le souhaite en tant qu'artiste, la provoquer. Ce qui était provoqué, ce que je disais ce matin, les était redit cet après-midi, si on se trouve dans le lit, parce qu'on a une immersion corporelle. On n'est pas un simple voyeur comme au cinéma. Au cinéma, vous pouvez avoir des grands plans, vous pouvez voir très, très proche le visage d'une personne. Et là, ce n'est plus la même chose, puisqu'il y a le corps qui se trouve en situation. Et une autre remarque qui a été faite pour les changements d'orientation, soit avec un drone, soit des inclinaisons, Michel Réac a fait une expérience immersive où c'est bien, donc c'est des corps enlacés, nus qui sont et on est entre ces personnages, et l'environnement bascule, on se retrouve dans tous les sens, c'est-à-dire on n'a plus de référence de la verticalité. Mais bien sûr, ils ont fait très attention, puisque là, il y a des incohérences sensorielles-motrices. Le mouvement se fait très lentement. Donc, quand on fait avec des drones, qu'on fait des inclinaisons, ce n'est possible que si on respecte les règles. Et ça, il faut connaître les règles des limites acceptables par l'utilisateur pour que son cerveau puisse prendre cohérence ce qu'il est en train de voir. Et c'est pour ça que je vous dis, je vous renvoie toujours dans mon livre pour expliquer de long en large, mais ces règles-là, il faut bien les connaître. Il y en a qui datent d'un siècle, il y en a qui datent de 50 ans, le simulateur. Il faut bien maîtriser pour que la personne accepte. On sait que certaines personnes accepteront plus difficilement, mais il y a toujours des limites moyennes et on peut orienter différemment les caméras, on peut faire des choses qui paraissent difficiles à accepter, mais en respectant certaines limites des contraintes d'inclinaison, d'accélération des mouvements des caméras, du point de vue. Marie-Laure, Marcin, puis de nouveau Claire. Il y avait une main levée pour Claire, donc il faut peut-être l'enlever. Donc Marie-Laure et puis Marcin et Marie-Laure. Moi aussi, j'avais oublié d'enlever ma main. Pour rebondir sur ce que disait Philippe, en fait, c'est là où on voit effectivement, et puis c'est aussi le sujet en termes de recherche-création ici, c'est que par rapport à la VR, on a vraiment besoin d'un outillage théorique. Ces questions de proxémie, par exemple, en sont vraiment le bon exemple. Et c'est vrai que moi, j'ai ressenti, ça fait partie d'une motivation pour ma thèse, mais j'ai vraiment ressenti la nécessité d'aller chercher dans les neurosciences, dans la philosophie, dans la psychologie, dans des tas de champs disciplinaires différents, des ressources pour réfléchir à ce que je faisais dans la pratique. J'enchaîne. Oui, Marcin. Oui, donc par rapport à la temporalité juste, donc moi je serais
Je préconiserais plutôt donc non pas des œuvres finies d'une durée déterminée, mais des collections, donc des fichiers, hein, sur lesquels on puisse, en fonction de comportements donc du spectateur. Donc nous très concrètement, c'était la descente qu'on a filmée, ça durait 10 minutes. On a fait essai avec 3 stations. Donc 10 minutes plus chaque fois 10 minutes. Parce qu'il fallait que chaque station dure au moins le temps de toute la descente. Donc c'était 40 minutes. Mais on pouvait très bien déclencher entre guillemets les films et puis aller juste descendre comme fait l'auteur de la petite nouvelle en 10 minutes de la vieille ville jusqu'au port. Voilà. Donc ça, c'est pour la question. Donc il faudrait je pense qu'il faudrait penser ici la liberté de cette histoire, voilà, de puiser plutôt dans une collection que avoir quelque chose qui se déroule. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, par rapport au drone. Ah oui, justement, on a essayé avec un drone à grand angle et donc ça marche assez bien. Mais paraît-il qu'il existe aussi des drones à 360. Mais voilà, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un connaît une expérience avec le drone équipé d'une caméra 360 parce que l'intégration, si vous voulez, on a un zoom, hein, donc zoom qui est très bien, mais qui permet la grande angle de filmement. Mais du moment où c'est une sphère, on a fait l'expérience juste après en faisant la perche avec une caméra classique 360 et du moment où on s'éloignait du sol par plus de 10 mètres, par 12 mètres à peu près, on perdait justement, comme vous avez dit tout à l'heure, la verticalité. Et puis la chose devenait assez peu intéressante parce que la voûte céleste occupait la plus grande partie de l'image. Donc je ne sais pas si il faut envisager des expériences avec le drone équipé un peu je ne sais pas si quelqu'un a des conseils à me donner. Je serais très, très content. Ça a déjà été fait depuis plusieurs années de filmer avec des drones. Si vous êtes sur Paris, vous avez Flyview. Ou Flyview, vous avez évidemment, c'est un dispositif pour grand public, hein, puisqu'ils acceptent jusqu'à 50 personnes en même temps. Et vous visitez les monuments de Paris, la Tour Eiffel, etc. Et vous êtes en l'air, vous êtes en vol. Hein. Donc il y a de reste tout un protocole, une expérience scénique, puisque vous arrivez déjà dans la salle, on vous dit que vous allez prendre l'avion, etc. Enfin, il y a toute une mise en scène, justement, pour permettre à la personne d'aller dans un environnement virtuel petit à petit. Et vous êtes attaché sur une petite navette et vous décollez, évidemment, de l'endroit et vous visitez tous les grands sites, la Notre-Dame, etc., la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe. Et tout ça, ça a été filmé avec des drones, avec des caméras à 360 degrés. Hein. Donc ça, c'est juste une expérience immersive. L'usager, lui, est passif. Hein. Donc c'est qu'un exemple parmi d'autres. Hein. Donc celui-là est facilement visible par grand public. Hein. Jean-Louis de Coster et ensuite Marie-Laure, et on devra très vite conclure derrière. Malheureusement, la discussion est très riche, mais il y a un moment, il faut s'arrêter. On aura une édition 2, hein. Vous avez vu, c'était unique 1. Donc, on pourra faire 2, 3, 4, etc. C'est même le but aussi de ces rencontres, c'est de susciter, comme je l'avais rappelé, un réseau, une plateforme et des rencontres annuelles pour faire cet état des lieux de la recherche-création avec un focus thématique, mais qui pourra à chaque fois s'adapter en fonction des besoins de la communauté. Donc, Jean-Louis de Coster et puis Marie-Laure, et ensuite, on devra conclure. Mais moi, je voulais juste réagir par rapport à la verticalité, ce qui avait été dit là maintenant. Dans Altération, justement, à un moment, on tombe dans la ville sous-marine et donc le travelling au bas fonctionne super bien. Moi, je me souviens, la première fois que je l'ai vu, c'était sur un gear et je suis revenu chaque fois pour pouvoir la revoir. Après, moi, je suis très, 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 très sensible à la cinétose, donc au motion sickness, et ça me met parfois des heures à m'en remettre de choses
qui vont d'avant en arrière ou d'arrière en avant. Le concept des drones, c'est très déstabilisant, même s'il y a encore moyen de stabiliser un petit peu les images et de les rendre un petit peu plus, supportables. Mais voilà, ça, je pense qu'il y a des expériences. Il y a un des deux fondateurs de Mythbuster qui a développé un projet en Kickstarter sur des chaussures à roulettes qui permettraient de se déplacer un peu comme sur un tapis roulant, mais que j'ai pas encore eu l'occasion de tester. Mais c'est vrai que la question du travelling, moi, dans les projets que j'ai dû faire, on a tourné parfois avec des voitures télécommandées où on l'avait programmé pour aller vraiment à 1 ou 2 km/h pour avoir quelque chose de vraiment très, 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 très doux dans le cadre de visites d'exposition ou d'usines. Mais c'est vraiment à utiliser avec parcimonie, je dirais, quoi, parce que ça peut vraiment foutre en l'air l'expérience derrière si on se sent pas bien. On enlève le casque et on met parfois. Moi, j'ai eu parfois 2-3 heures à vraiment avoir l'impression d'avoir le mal de terre et à la limite de la nausée. Voilà pour mon avis sur la cinétose. Merci. Donc, Marie-Laure, et ensuite on va conclure. Oui, enfin, je voulais pas trop continuer de répondre sur les questions un peu techniques, mais plutôt peut-être lancer une question à vous, Christelle et Ludovic, par rapport à cet état des lieux. Ce qui m'intéressait, c'était de savoir ce que vous avez trouvé qui se passait en école d'art, parce que là, je vois qu'on n'est que 2 écoles d'art représentées. Il y avait une école d'architecture hier, et évidemment, à l'université, il y a beaucoup plus de choses qui se font en la matière. Donc, ma question, c'était de savoir, d'une part, si vous aviez pu trouver d'autres personnes qui travaillaient la réalité virtuelle en école d'art. Et puis, mon autre question, c'était un peu sur la continuation. Alors, d'une part, oui, je voulais dire que je regrettais beaucoup de ne pas vous avoir entendu aussi présenter vous-même tout ce que vous mettez en œuvre à l'école de Valenciennes, en particulier Christelle. Ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et je voulais savoir aussi comment vous imaginez, peut-être à la suite de ces échanges, une sorte de document commun où vous donnez des références communes, etc. Enfin, comment continuer un petit peu la discussion ou les échanges d'informations. Voilà. Je vais laisser répondre Christelle sur la première question, à savoir sur le panorama de la création en réalité virtuelle et réalité mixte dans les écoles d'art. Les noms vont être assez faciles à trouver, ils sont toujours entre guillemets un peu les mêmes, même si de mon côté, en tout cas, je ne vais pas parler pour Christelle, l'état des lieux précis, exhaustif, n'a pas été fait pour préparer ce colloque, ça je peux le dire. Mais je vais laisser Christelle Alors, première, la question par rapport aux écoles d'art, c'était justement parce que c'était une question, j'avais l'impression. On m'entend? Vous m'entendez? Oui. J'ai eu l'impression justement que la question était beaucoup plus abordée et débattue et expérimentée. Plus que dans les écoles d'art. En tout cas, c'est l'impression que j'ai. Peut-être je me trompe, et j'espère que je me trompe, et qu'il manque des personnes moteurs là-dedans, mais j'ai l'impression que finalement les artistes qui travaillent la VR collaborent avec des laboratoires de recherche universitaires, comme tu l'as fait toi-même. Et que là, en fait, finalement, tu fais ce que j'ai commencé à faire, qui est simplement de lancer un atelier de recherche et création et de se dire, voilà, on commence modestement, on essaye à partir de rencontres, d'expériences, d'expérimenter des choses. Et je pense que le contexte que tu as actuellement est quand même beaucoup plus favorable que celui que j'avais au tout début. Et moi, si j'ai pu commencer à travailler, c'est grâce à une rencontre qui avait été organisée au CECN qui mettait en relation justement des universités, des créateurs et des entreprises. Et c'est comme ça que j'ai vu la présentation de Philippe Bécart qui collaborait à ce moment-là avec Éric Joris.